Et c'est l'heure de la question du jour. L'aurore ose quand elle se lève. Comment raconter la première heure d'une révolution et le premier jour de l'après au Bangladesh depuis la fuite de la première ministre Sheikh Hasina en hélicoptère la semaine dernière après des semaines de mobilisation étudiante réprimée dans le sang? Le pays vit comme si les hiérarchies sociales s'étaient inversées. Même si le prix Nobel de la paix Mohamed Younous a accepté la mission de le diriger en intérim, les rues de Dacca semblent encore en autogestion. C'est vous, Nicolas Roca, qui le racontez. Bonjour Nicolas Roca. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous rentrez tout juste de la capitale du Bangladesh où vous avez été envoyé par RFI. Vous êtes arrivé sur place le 8 août. Et dans votre avion, le vol Paris-Dakar, il y avait un homme aux cheveux gris, une chemise à carreaux bleus et blanches sans col, un gilet couleur crème par-dessus. C'était Mohamed Younous. Vous êtes parti à Dakar dans le même avion que lui. Alors je ne sais pas si vous avez pu discuter avec lui. Ça devait être particulier, en tout cas pour lui, de retrouver son pays quitté au mois de janvier. Oui, on a eu un échange très court. On a surtout pu parler avec ses conseillers, mais en effet, c'était un voyage extrêmement particulier. On sentait que quand il est monté dans l'avion à Paris, il réalisait pas vraiment ce qui était en train de lui arriver. Il était accompagné d'un seul conseiller. Je dois avouer que je m'y attendais pas. Je pensais qu'il y aurait un peu une dizaine de personnes autour de lui, et on a pu sentir surtout l'émotion assez forte des Bangladais et des Bangladaises qui prenaient l'avion avec lui quand il a embarqué pour son second vol de Dubaï en direction de Dakar. Il est passé devant la file des gens qui allaient embarquer, et on sentait que les personnes n'y croyaient pas vraiment, et j'ai pu mesurer un tout petit peu l'espoir qu'il pouvait susciter dans le pays. Les gens voulaient lui parler de la situation politique, lui dire ce qu'ils attendaient de lui, et puis voilà, en arrivant sur place, clairement, voilà, j'ai réalisé l'immense attente qu'il avait suscité après 15 années de pouvoir autocratique de Sheikh Hasina. Il y avait une foule d'étudiants qui l'attendaient dehors. Devant l'aéroport, après les contrôles, parce que c'était pas une évidence non plus qu'il puisse entrer. Enfin, en tout cas, la question se posait pour lui, ou il était dans pas ses équipes, en tout cas, il y avait un peu d'inquiétude parce que il y avait pas de force de l'ordre depuis le lundi. C'était l'armée qui gérait la situation sur place, et donc il y avait des incertitudes. Même nous, on ne savait pas vraiment si on allait pouvoir avoir un visa sur place. Donc la situation était très incertaine, mais en réalité, il est arrivé un peu comme un sauveur. C'est-à-dire que il y a des officiels, des militaires qui sont venus le chercher dans l'avion. Il y avait les manifestants, les figures, les têtes de la révolution étudiante qui étaient là à la sortie de l'avion pour l'accueillir, avec lesquels il a pu discuter. Il y a eu une conférence de presse, et devant l'aéroport, en effet, là, il y avait une foule assez dense, assez compacte de manifestants qui l'attendaient, parce que c'est eux qui l'ont appelé, entre guillemets, au pouvoir. Et donc voilà, ils étaient venus célébrer l'arrivée de Mohamed Younous. Donc vous quittez l'aéroport et vous laissez Mohamed Younous à ses nouvelles missions et fonctions, et vous allez explorer le Dakar que lui avait quitté quelques mois plus tôt et qu'il a très certainement trouvé transformé après des semaines d'émeutes. Et vous percevez tout de suite un sentiment que tout est désormais possible, notamment en entrant dans l'ancien palais de Sheikh Hasina. La scène que vous décrivez est incroyable. D'abord, comment vous y êtes entré? Qui vous a laissé entrer? Alors en fait, il y avait un alliage de militaires qui gardaient l'entrée et d'étudiants qui voulaient en fait faire en sorte que les objets qui ont été pillés dans le palais soient récupérés, considérant que c'était des objets qui appartenaient à tous les Bangladais, et il fallait pas que les gens les gardent chez eux. C'est en fait au départ de Sheikh Hasina, quand elle est montée in extremis dans un hélicoptère, les gens se sont rués dans le palais pour prendre des objets. Dès que les militaires ont baissé leurs armes, en effet, ils sont rués pour prendre des objets. Et quand je dis des objets, c'est absolument tous les objets, hein. Les meubles, les réfrigérateurs, il y avait même du bétail. Ils sont partis avec les vaches, les poules, les pigeons. Donc, vêtements de Sheikh Hasina. Les vêtements, les sous-vêtements de Sheikh Hasina. Voilà, ils ont vraiment tout pris. Et c'est les étudiants en fait qui m'ont permis de rentrer dans le palais. Les militaires au début voulaient simplement qu'on visite les jardins qui étaient à peu près en état, qui donnaient une image à peu près correcte des événements. Mais quand on rentre à l'intérieur, en effet, là, le palais d'hier, la résidence de la première ministre d'hier était absolument dévasté, et c'était intéressant sur la dynamique de pouvoir, parce que c'est-à-dire que en effet les militaires étaient là et c'était eux qui étaient censés représenter la figure d'autorité, mais en réalité les étudiants en fait avec des négociations ont pu nous permettre de rentrer. Alors on n'était pas censé prendre de photos ou de vidéos. Quand les militaires s'en sont rendus compte, évidemment ils nous ont demandé de partir, mais même quand les militaires demandaient de partir, les étudiants étaient très détendus, ils prenaient des selfies à l'intérieur du palais. Notamment vous décrivez des scènes où ils imaginent Sheikh Hasina dans sa cuisine: servez-moi un thé pendant que je décide de tuer des manifestants. Voilà. Et c'est cette réappropriation des étudiants, mais qui veulent que soient rapportés les objets qui ont été pillés, comme vous le dites. Et ça a été un petit peu le cas. Je crois qu'un chat et un pigeon, pour l'instant, ont été rapportés. Mais dans ce jardin, les granges et les étables sont encore ravagées par les flammes et continuent de laisser s'échapper la fumée. Ça sent le feu partout à Dakar.
Encore Dans beaucoup d'endroits, en tout cas. J'ai aussi pu visiter l'ancien musée en l'honneur de Cheikh Mujibur Rahman, le père de Cheikh Hasina. C'est tout un quartier en fait où le père de l'indépendance aussi. Le père de l'indépendance, exactement, dont on célèbre pas aujourd'hui l'anniversaire de la mort, mais donc dans ce quartier en fait où il y avait énormément de maisons qui appartenaient à des proches du pouvoir, ça sentait encore le brûler. En effet, il y a une dizaine de maisons qui avaient été ravagées par les flammes, et voilà, il y a encore cette ambiance post-révolution. Les tensions se sont en partie apaisée, même si là, elle semble aujourd'hui en tout cas ressurgir parce qu'il y a des proches du régime qui souhaiteraient défiler dans les rues, et les manifestants, les partis politiques d'opposition d'hier ne sont pas vraiment favorables à ça. Donc la situation reste tout de même assez instable. Vous parlez de cet appel que Cheikh Hasina a lancé pour un rassemblement aujourd'hui en hommage à son père, son géniteur qui est aussi le père de l'indépendance du Bangladesh, qui a été tué le 15 août 1975 dans la maison familiale. Donc en effet, on verra si ce rassemblement a finalement lieu. En tout cas, vous racontez, Nicolas Roca, des stigmates partout dans les rues, des affrontements avec la police. Trouver un feu rouge qui n'a pas été détruit dans les manifestations est devenu une mission presque impossible, décrivez-vous. Donc ce sont les étudiants qui font la police? Exactement, c'est les étudiants qui font la circulation. Alors avec d'autres associations, j'ai vu des gens du Croissant Rouge par exemple qui venaient prêter main forte, mais c'est eux qui gèrent la circulation. Les policiers sont revenus dans la rue au début de cette semaine, on les voit dans certains endroits, mais la plupart des carrefours par lesquels je suis passé sont encore gérés par les étudiants, ce qui donne des scènes assez drôles parce que c'est eux qui ont quand même envie d'appliquer cette mission civique entre guillemets avec beaucoup de zèle. On les voit par exemple dire à une voiture de rester une demi-heure sur le côté parce que le passager n'avait pas sa ceinture de sécurité. Donc voilà, ça crée une espèce de dynamique très curieuse et les gens sont relativement solidaires pour l'instant. Ça se passe bien. En tout bien. cas, de ce que j'ai vu, ils leur apportent de la nourriture, de l'eau. Donc ouais, voilà. Pour l'instant, en tout cas, au niveau de la circulation, bon, ça se passe quand même très mal à Dakar car la circulation est assez chaotique, mais les étudiants font ce qu'ils peuvent pour essayer de la fluidifier. Alors vous avez pu visiter un hôpital public, le plus important de Dakar. Il y avait encore là des patients blessés. Ceux qui ont été blessés dans les manifestations, ils étaient toujours là quand vous avez visité l'hôpital? J'ai pu rentrer dans une pièce en effet où il y avait une trentaine de blessés et parmi eux, voilà, un peu moins d'une vingtaine qui étaient blessés par balle. Ça pouvait être des tirs de chevrotine. Certains me parlaient de tirs de sniper. En tout cas, voilà, il y avait énormément de blessés par balle dans des conditions assez compliquées. Il y avait un manque de personnel. Beaucoup de personnel de santé sont restés chez eux pendant les manifestations. Donc clairement, il y avait un manque de personnel. Et j'ai senti aussi la soif de revanche et de justice qui était très présente chez ces jeunes personnes, des jeunes hommes surtout, qui voulaient garantir que les personnes tout simplement qui leur avaient tiré dessus soient jugées, ce qui n'est pas pour l'instant garanti. Et c'est un peu le grand défi du Bangladesh de demain, essayer de faire en sorte qu'il y ait une transition, mais aussi une justice transitionnelle, que les personnes responsables des centaines de morts puissent être jugées. Dont le premier d'entre eux, Abi Sayed, premier martyr le 16 juillet, il levait juste les bras, il a été tué à moins de 15 mètres en pleine poitrine. Alors pour le reste, c'est difficile de mesurer le niveau de violence. Des policiers sont morts aussi, de part et d'autre, les chiffres sont difficilement vérifiables. En tout cas, la police aujourd'hui semble dire, elle vous a dit dans votre micro, qu'il allait falloir se réformer. Toutes les fenêtres là, il n'y a plus aucune vitre. Ils ont cassé toutes les fenêtres. Oui, ça par exemple, c'était impossible de le prendre, donc ils l'ont cassé. Ça, c'était les unités centrales de nos ordinateurs. Ils se sont dit, je ne peux pas le prendre, alors ils l'ont mis sous l'eau. Là, 4 télévisions intelligentes, les écrans, les caméras. Alors comment reconstruire, Nicolas Roca, la confiance avec les institutions comme la police? Alors la police propose de changer d'uniforme, de changer le blason, de réformer l'institution. Les têtes de la police ont déjà été mis en prison, ils vont être jugés certainement. Mais il y a une confiance à restaurer. Le niveau de défiance de la police et vis-à-vis de la police de la part de la population est vraiment extrêmement conséquent parce qu'il y a une corruption qui gangrène l'institution. À cela s'ajoute évidemment la violence de la répression, des centaines de morts, vous l'avez dit, peut-être plus selon les manifestants. Donc ça paraît très compliqué de restaurer le lien avec la police, d'autant que les commissariats aussi ont été pillés. Là, la police a annoncé avoir récupéré des centaines d'armes qui avaient été pillées, des milliers de munitions, mais il y en a certainement d'autres encore en circulation. Et donc ça reste une situation relativement inflammable. On ne sait pas exactement comment est-ce que les manifestants d'hier, les militants des partis politiques aussi qui se sont greffés ensuite au mouvement, vont réagir au retour en masse de la police dans la rue.
La police qui a pendant de longues années contribué à jeter en prison des opposants, entendus au sens large. Et après la chute de Sheikh Hasina, on a découvert l'étendue de certains crimes. Est-ce que vous, Nicolas Roca, est-ce que vous avez pu en savoir plus sur les prisons secrètes dont on parlait tant? Alors j'ai rencontré le fils d'un ancien leader du parti Jamaat, Ahmad bin Qassem, qui a passé 8 années dans une de ces prisons secrètes. Il raconte avoir été kidnappé un beau matin chez lui. On l'a pris, on l'a tiré de chez lui, et ensuite il raconte être enfermé dans une prison, les yeux bandés, il n'a aucune notion du temps, il ne sait pas où il est, il entend plus ou moins des travaux à l'extérieur, des avions volés, mais il a extrêmement peu d'informations, et il a passé 8 années. Alors, il raconte pas forcément tant de violences physiques que ça, mais c'est plus des violences psychologiques et essayer de garantir qu'il serait jamais en état de nuire. Il faut savoir que le Jamaat, c'est un parti qui a été interdit. Jamaat islamique, c'est un parti qui a été interdit par Sheikh Hasina. Parti islamique, donc des militants islamiques. Des militants islamiques qui s'étaient alliés avec d'autres forces politiques pour être au pouvoir il y a une quinzaine d'années, mais qui aujourd'hui est interdit. Et donc voilà, c'est pas le seul à avoir été victime de cette violence-là. Dans les rues aujourd'hui à Dakar, il faut savoir qu'il y a des gens qui demandent où sont leurs proches parce qu'ils ont été kidnappés un beau matin, que lui, il a pu retrouver sa mère, ses filles, mais il y en a énormément d'autres. On a du mal à savoir combien qui ont été kidnappés et qui ont disparu pendant des années, et on espère que bientôt ils pourront être retrouvés. Peut-être pour conclure sur une note plus joyeuse, Nicolas Roca, il se trouve que vous avez aussi dans les rues de Dakar vu des femmes repeindre les murs des villes. Qu'est-ce qu'elles voulaient soit cacher, soit montrer avec toutes ces couleurs? Alors, cacher les signes du gouvernement de Sheikh Hasina, mais aussi tout... Parce qu'il y en a partout sur les murs? Il y en avait partout sur les murs, il y en a de moins en moins, mais aussi les slogans assez violents des manifestations. Ils voulaient montrer une image plus paisible, honorer les martyrs, essayer je trouvais la formule assez jolie, de graver dans le mur l'héritage de la révolution, essayer de faire en sorte qu'aucun parti politique non plus oublie que tout cela, que tous les changements que traverse le Bangladesh, on les doit au mouvement étudiant, et que c'est le cœur c'est le cœur du mouvement, c'est le cœur de la révolution, et essayer de garantir que les partis politiques ne récupèrent pas ça à leur avantage. Et donc ils seront aussi, même s'ils l'ont accueilli avec beaucoup de joie, ils seront aussi vigilants à ce que fait Mohamed Younous du nouveau mandat qui lui a été donné. On a vu en Éthiopie avec Abiy Ahmed que la détention d'un prix Nobel de la paix ne donne pas la science de s'en servir. Il sera donc observé dans ses premières décisions pour le Bangladesh. Merci beaucoup Nicolas Roca d'avoir été avec nous. Vos reportages au Bangladesh sont à retrouver sur le site de RFI. Merci. Merci.